Une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée Info Hebdo. Pour ce numéro, nous allons décrypter la question liée à l'affaire Coton Gate qui a subi un nouveau rebondissement au cours de cette semaine avec l'intervention de l'honorable Idrissou Bako, autrefois directeur général de la Société nationale pour la promotion agricole. Nous avons le gouvernement de la République du Bénin qui a suspendu en Conseil des ministres dernier, le mercredi, la pénalité sur la taxe des véhicules à moteur. Nous avons également le projet Bénin Taxi qui a été lancé par le ministre Abdoulaye Biachane en présence de plusieurs membres du gouvernement. Et nous avons également le Parti social-démocrate qui poursuit sa crise avec un nouvel épisode, celui relatif quand même à une tournée de sensibilisation et d'explication organisée par le président Bruno Amoussou. Dans ce décryptage, je serai accompagné de Aurélien Aïssou, directeur de publication du quotidien Carte sur Table, et de Souleymane Bila, directeur de publication du quotidien Nouvelles et Talents. Bienvenue, bonjour, tout de suite le décryptage. Le décryptage de ce jour se fera avec Aïssou Aurélien. Aurélien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Carte sur Table. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. C'est un plaisir. Souleymane Bila, à nouveau, bonsoir. Bonsoir, Kader. Directeur de publication Nouvelles et Talents, vous êtes sur ce plateau pour la deuxième fois. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je l'annonçais en titre déjà, vous avez l'affaire Coton Gate qui a subi un nouveau rebondissement. Nous avons l'ancien directeur général de la SONAPRA, Idrissou Bako, qui a quand même donné de la voix au sujet de cette situation. C'est vrai qu'il avait gardé un silence, il a évoqué qu'il n'était pas au pays. Aujourd'hui, il demande quand même au premier responsable, comme on appelle, du cabinet Mazars, de venir devant les écrans et certifier et d'affirmer que le rapport qui a été étudié en Conseil des ministres est son rapport définitif. Aurélien Aïssou, que pensez-vous de cela? Bon, est-ce que le cabinet vienne devant la face du monde pour dire que pour venir certifier, c'est pas là le problème. Si ce sent égratigné, s'il ne se reprend rien, il peut solliciter lui-même son immunité parlementaire pour qu'il puisse se mettre dans les mains de la justice pour se laver de tout soupçon. Donc moi, il ne faut pas contraindre. S'il est conscient et qu'il ne se soupçonne rien, moi, j'aurais souhaité qu'il se remette dans les mains de la justice. Alors, Souleymane Bila, quand le député dit qu'il n'a même pas envie qu'on aille loin, qu'il veut vraiment que l'audit se focalise réellement sur la période de 2013 à 2016, est-ce que vous pensez que l'ancien directeur général de la SONAPRA n'a pas également des révélations à faire si vraiment il s'avérait qu'il allait devant la justice? Non, il faut reconnaître que c'était sous sa direction que l'audit a été effectué. C'était sa gestion en réalité qui a été auditée parce que c'était lui le dernier directeur général en date de la SONAPRA sous la période indiquée sous le régime précédent. Donc ça fait que c'est de bon ton. En réalité, il était même le principal acteur de ce qu'on peut appeler Coton Gate, parce que bon, de l'audit. Bon. Maintenant, bon, sa démarche me paraît un peu surprenante parce que il s'est prononcé, mais tel que Aurélien l'a souligné, on ne voit pas à quelle finalité, à quelle fin il va aboutir. Qu'est-ce qu'il est en train de signer par là que le cabinet vienne devant le public à infirmer ou affirmer que c'est effectivement son rapport. Bon, son rapport définitif. Il a précisé le mot définitif. Je pense qu'on est en train de faire des jeux de mots et qu'on a tendance à se verser dans du dilatoire. Parce que il faudrait reconnaître que dans des conditions de gestion saine, l'audit est une chose normale. Oui, parce que lorsqu'on veut aller, lorsqu'on est toute structure, c'est normal, lorsqu'on est dans un système de gestion assez sur des résultats, et puis lorsqu'on est conscient qu'on veut aller à des performances, l'audit, elle s'impose dans la gestion de toute entreprise. L'audit, il est interne et externe. Et maintenant, au-delà de cela, si on peut faire une contre-expertise de l'audit qui a été fait. Donc, il n'y avait pas redit sur ça. Bon, la polémique qu'on entoure, ça fait... En fait, ça n'avait pas sa raison d'être. Si ce n'était pas que nos sociétés, en réalité, sont mal gérées. C'est la preuve même que les sociétés sont mal gérées. Parce qu'ailleurs, bon,
C'est courant, c'est monnaie courante. L'audit, c'est monnaie courante. Une entreprise qui veut améliorer, qui va faire sa performance. Mais ce qui gêne aujourd'hui, est-ce que les audits qui sont faits aujourd'hui, ils ne sont pas des audits, comment on appelle, un peu politiques, parce que quand on voit la période cible de l'audit qu'on appelle réalisé par le cabinet Mazars, 2013 à 2016, alors que quand on sait que de 2006 à 2012, il y avait quand même les empreintes et qu'on appelle nombre de Patrice Talon griffés partout dans cette gestion de la filière coton. Nous avons également des proches de Patrice Talon qui sont aujourd'hui au gouvernement. On peut parler de ministre Koupaki qui était également aux affaires. Est-ce qu'on ne voit pas qu'on a essayé de prendre une période pour épingler tous ceux qui sont au sein du gouvernement aujourd'hui? Bon, non, en fait, c'est pas les audits qu'ils ont publiés ne sont pas exhaustifs. Ils ont juste publié le monture de ce qui a été fait durant toute une période. Non, c'est 2013, ils ont pris comme période. Pour ce qui a été publié pour l'instant. Pourquoi on ne va pas là où je peux vous accorder un peu de crédit, c'est que c'est le même cabinet qui a fait les audits, qui a encore en charge la gestion de la SONAPRA. Si c'est ça, je suis d'accord avec vous. Mais dire qu'ils n'ont juste publié qu'une partie des audits. Donc attendez, ce que l'on veut, comme on l'a souhaité, l'ONG a créé, il faudrait que tout soit exposé à la face du monde. Et maintenant, que la justice s'auto-saisisse aussi. Mais venir dire qu'on vient faire une conférence de presse. L'audit, le cabinet n'a pas dit que bon, c'est Ami Parcours qui l'a publié. Donc c'est bien et définir ce qu'il a publié. Par conséquent, je souhaiterais que l'honorable Bako, s'il veut se laver de tout soupçon, qu'il aille. Il peut aller juste à demander son immunité parlementaire, que ça soit levé et qu'il se remette à la main de la justice. Alors, parce qu'on nous dit c'est juste des présomptions, on n'a jamais dit qu'on ne l'a pas encore inculpé dans une affaire. Donc, c'est juste l'occasion pour lui de montrer la fois que oui, mon honneur est peint en noir, donc il faudrait que je vienne laver mon honneur. C'est ce que moi je lui conseillerais. Mais quand on voit, comme je le disais tantôt avec, comment on appelle, Aurélien, est-ce que quand on voit la dynamique dans laquelle les audits ont été réalisés et qu'on voit également les personnes les noms qui sont cités qu'on appelle à travers le rapport d'audit, est-ce qu'on ne voit pas vraiment que c'est un combat politique? Parce que si vraiment l'audit a été réalisé sur des périodes bien avant, pourquoi le gouvernement actuel choisit juste de s'intéresser à ceux qui ne le concernent pas lui? Non, Kader, en fait, les gens ont souvent tendance à être amnésiques. L'État, c'est une continuité. On a tendance à oublier que sous Yahi, il y a eu audit. C'est parce qu'on a organisé des audits qu'on a décidé, le gouvernement précédent a décidé de la suspension du contrat qui existe entre l'État et l'AIC. C'est parce qu'il y a eu, et jusqu'à ce qu'il y ait eu des interpellations suite à un audit le président de l'AIC a été interpellé. Il y a des gens qui ont été pris dans le cadre de cet audit que le gouvernement précédent a effectué, que des gens ont été restés en garde à vue, au commissariat central ici. Mais on a souvent tendance à l'oublier parce que c'est ce. Et il a dit, le gouvernement même a des experts au-delà de l'audit. Non, au-delà de l'audit du cabinet, il y a des experts de l'UEMOA qui sont venus, qui ont établi encore des rapports, mais on a souvent tendance aujourd'hui à tout oublier. Et c'est parce que tout cela a été fait, tout cela a été dit, qu'on est passé maintenant que l'État a repris en main le secteur. Mais souffrait qu'on puisse évaluer maintenant, pendant les 3 années que l'État a géré le secteur, qu'on puisse voir dedans maintenant comment ça s'est passé. Mais pourquoi on ne prend pas un quinquennat entier? Non, mais ce n'est pas sur un quinquennat que l'État a repris le secteur. L'État a repris le secteur sur toi parce que l'État même s'est dit, non, au moment le régime précédent prenait ça, ils ont dit c'est à titre transitoire. Parce qu'ils disent qu'il doit passer à une période transitoire avant maintenant de réformer et de repasser la main au secteur privé. C'était ce qui était dit l'État. Parce que l'État n'a jamais vocation d'organiser la campagne cotonnière. Ce n'était pas ça, ce n'était pas le rôle de l'État. Et lorsque le gouvernement mettait fin à ce contrat, il disait qu'il a constaté des dysfonctionnements et que maintenant, à titre transitoire, ils vont prendre ça. Mais seulement que la transition a trop duré. Au lieu d'une année de transition, on est parti jusqu'à 3 années de transition. Mais dans ces 3 années, nous aussi, nous avons été témoins de beaucoup de choses. La façon dont la campagne était organisée, la façon dont ça s'est organisé, c'était hors norme. On constatait que la campagne cotonnière, vous reconnaissez avec moi que ça se déroulait beaucoup plus à la télé que sur le terrain. Mais aujourd'hui, ça mais on ne voit plus ça à la télé. Vous constatez avec moi que non, c'est plus à la télé. N'aurait jamais été atteint. Comment les chiffres n'ont jamais été atteints? Et aussi, il faudrait que nous ayons cette culture au Bénin. Ce n'est pas quand on vous donne un poste de responsabilité, attendez voir ce qu'on vous fasse évaluer par la suite. Parce que le jour où vous riez, vos familles ont applaudi. Mais Idriss Bako a été précis. Mais pourquoi nous voulons que les gens sont contre au Bénin? On a dit qu'il veut juste qu'on le dise que c'est le rapport définitif qui est publié. Qui tient compte de ce qui est derrière. Parce qu'en méthode, en matière d'audit, quand même, il y a une déontologie en fait.
Mais il peut lancer une contre-expertise. Mais pour le moment, c'est ce que le cabinet n'a jamais dit que c'est un audit à mi-parcours. Non? Qu'on cesse de jouer avec... Nous allons évoluer dans ce décryptage. Nous allons parler à présent de la suspension de la pénalité de la taxe sur les véhicules à moteur par le gouvernement lors du dernier conclave gouvernemental. Aurélien Lissou, vous souriez déjà. Alors, est-ce que le gouvernement a évoqué comme motif que c'est la morosité économique qui l'amène à suspendre la pénalité de cette taxe? Est-ce que ça dit que le président Patrice Talon est vraiment conscient que le pays va mal? Oui, c'est l'un des caractères qui prouve vraiment que le président est à l'écoute du peuple. Non, parce que est-ce qu'il est conscient que le pays va mal ou bien qu'il est à l'écoute de son peuple? Il y a une différence. C'est pas moi de répondre à cette question, mais toutefois il peut y avoir des approches. Je tiens à vous dire que c'est déjà heureux d'apprendre cela parce que nous qui sommes du bas peuple, c'est vraiment difficile. Les gens sont allés faire des prêts pour pouvoir payer cela. Je connais des gens qui ont garé leur véhicule et qui ne roulent plus. Et donc, à cause de la taxe sur les véhicules à moteur? Mais c'est bien sûr. Ah bon? Parce que si vous n'avez pas ça en priorité, donc il faut mieux aller garer. Et ceux qui ont même garé, ils ont été rattrapés par l'assurance, la visite technique, tout ça là. Donc, ce n'est pas seulement la taille, il faut voir. À côté de ça, il y a d'autres frais qu'il faut. Mais quand vous avez les couilles pour acheter une voiture, il faut avoir les couilles pour... Je peux avoir l'argent le jour où je veux acheter la voiture, mais par rapport à sa gestion. Donc, c'est déjà heureux que le gouvernement penche sur le volet social à travers encore une nouvelle suspension par rapport à la pénalité. À la pénalité. Mais ça ne veut pas, ça n'exclut pas que ceux-là aillent payer. Parce que ceux qui ont payé ne seront pas aussi d'avis par rapport à ceux qui sont en train de traîner pour qui ne vont pas payer. Donc ce n'est pas une excuse de ne pas aller payer. Vous allez payer après les dates imposées, mais c'est sans cette fois-ci pénalité. Alors, je les exhorte à aller payer. Vous les exhortez à aller payer, ils vont vous écouter. Alors, Souleymane, est-ce que vous ne voyez pas quand même que c'est un peu anodin? Parce que quand le législateur a instauré et institué la pénalité, c'est pour quand même punir, pour qu'il n'y ait pas équité entre celui qui a suivi qu'on appelle les rigueurs de la loi et celui qui a désobéi à la loi. Parce que quand le gouvernement a dit il faut payer la taxe avant telle date, il y a des gens qui ont payé et que ces personnes-là se retrouvent maintenant à même titre que ceux qui n'ont pas obéi au gouvernement. Est-ce que vous ne voyez pas une politique de deux poids, deux mesures à ce niveau? Et est-ce que réellement, je vous pose encore une question, est-ce que à ce niveau, est-ce que vraiment si le pays va mal et qu'il y a morosité économique, est-ce que c'est en supprimant une pénalité que le pays va se sentir, que les gens vont se sentir un peu à l'aise, ou mais c'est quand même en supprimant qu'on appelle la taxe elle-même? Non, en fait, la taxe venait rétablir une certaine justice sociale. Parce que les taxis payaient la taxe déjà, c'était dans les droits taxis. Les véhicules des particuliers qui ne payaient pas une taxe fiscale, c'est eux qui ne payaient pas. Sinon, les autres, les véhicules des sociétés, même payaient, les véhicules des sociétés payaient déjà la taxe, c'était déjà incorporé dans ça. Les taxis aussi, mais les particuliers n'étaient pas, étaient quelque part exemptés de cette taxe-là. Mais c'est cette injustice qui venait d'être corrigée avec le pouvoir en place dans le niveau de la loi des finances de 2017, là, qui rétablissait cette taxe-là et équilibrait le paiement, là, mais de façon dont il n'y avait pas de pénalité pour les autres. Bon, peut-être que le gouvernement ajustait aussi pour que ne pas imposer trop la pénalité pour cette nouvelle taxe aussi, où il faudrait reconnaître que n'est pas encore entré dans les habitudes. Mais est-ce que quand le pays était très dur, parce que étant entendu qu'on était dans une période de morosité économique au moment où cette taxe est venue, et ça alourdit, ça a été mal accueilli, il faut le reconnaître, ça a été mal accueilli parce que ça pèse sur le budget familiaux. Et maintenant, on s'est dit, c'est une certaine flexibilité pour pouvoir en réalité, en quelque sorte, encourager les gens à aller payer. Parce que c'est vrai, beaucoup l'avaient déjà fait. Mais la pénalité, parce que en réalité, la pénalité, c'est une recette interne au trésor public. Ça ne va pas généralement la gestion de la pénalité, ce que je sais, la totalité, en tout cas, on ne verse pas ça généralement au trésor public. C'est l'administration fiscale qui peut-être qui en tire les bénéfices et gère ça un peu comme des primes, parce que pour aller à la pénalité, il faudrait mobiliser les forces de sécurité, parce que pour effectuer le contrôle, et c'est pour amortir ces charges-là qu'on fixe en réalité cette pénalité-là, parce qu'il faudrait déployer des agents de contrôle sur le terrain pour vérifier tel est en dehors, tel n'est pas en dehors, et c'est ça. Maintenant, pour pouvoir amortir ces charges-là, qu'on crée en quelque sorte cette pénalité-là. Maintenant, l'État ne veut pas aller à cela. Il veut que volontairement que les citoyens s'y adhèrent et aillent payer spontanément.
C'est pour cela que Oui, mais comme je vous le posais au niveau de ma question à deux volets, c'est de savoir, est-ce que quand le pays va mal, est-ce que c'est en supprimant la pénalité d'une taxe que le pays ira mieux? Est-ce que quand le pays est dans une morosité économique drastique, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est quand même supprimer des pénalités, mais quand même suspendre pour l'instant le paiement de cette taxe, quitte à ce que voir quand les conditions seront agréables, la relancer? Non, l'État fonctionne essentiellement avec les taxes. C'est la colère des l'État n'est pas... Mais quand vous savez que les gens n'ont pas... Non, c'est pas... Non, les gens... Non, ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité économique. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité économique. Aucun ne voudra aller payer, même si quelle que soit la flexibilité avec laquelle on va accompagner. On ne peut pas, personne n'ira. Mais il faut... Est-ce que vous considérez que le gouvernement qu'il n'y a pas l'argent dans le pays? Non, il n'y a pas l'argent, il faudrait que... C'est avec les fiscalités qu'il faut les infrastructures. Comment on se débrouille pour le faire? Moi, je voudrais proposer quelque chose. Voilà, et M. Souleymane Bilal venait de dire tout à l'heure que c'est la politique, la manière dont c'est venu, que c'est un peu drastique. Pourquoi ne pas mensualiser? Par exemple, là, il a déjà évoqué que ce sont les taximans qui payaient. Maintenant, cette fois, c'est les particuliers qui doivent payer. Pourquoi ne pas mensualiser? S'il a des fonctionnaires, on mensualise, on non, vous savez que ça. Il rend ça plus flexible. Moi, je peux toutefois évoquer. Tout le monde n'est pas agent. C'est pour ça que, non, même s'il faut mettre une politique, j'ai bien dit, il faut mensualiser. Donc, si je dois payer 20 000 francs selon mon véhicule, on peut me faire le calcul et que j'aille payer, si c'est 2 000 francs par mois, que j'aille verser ça. Là, c'est plus flexible et les gens vont... Vous dites 20 000 francs, c'est rien par rapport à votre véhicule. Quand vous avez quand même 20 millions ou bien peut-être 8 millions pour acheter un véhicule, quand vous devez payer 20 000 francs, je pense que l'immunité intellectuelle quand même amène à payer. Ou bien Souleymane. Je pense que là, ce à quoi on fait appel quand même, c'est appel à la clémence et à la conscientisation des Béninois. Parce que quand vous avez 8 millions ou peut-être 15 millions, vous achetez un véhicule, quand vous demandez de payer 20 000 francs pour l'entretien des voies, je pense que c'est pas quand même quelque chose d'anodin. C'est citoyen, c'est citoyen. C'est citoyen, donc on ne peut pas avoir du mal à le faire. On peut dire qu'on n'a pas les moyens pour payer cela. Et c'est pour ça que ce n'est pas une excuse de dire que tout d'abord, c'est une injustice, parce que certains ont pu payer et d'autres n'ont pas payé. Oui, mais c'est parce que... Et je vous rappelle qu'au moment de... Cela fait naître Souleymane, les retroupedages répétitifs du gouvernement. Et Kader, je tiens de rappeler qu'au moment où il avait donné pour le premier trimestre, vers fin mars, il avait encore une autre spéculation. Parce qu'il faut, quand même vous envoyer, il faut encore donner des sous de table. C'est des sous de table. Des sous de table, ça a créé... C'est toujours dans nos coutumes et juste. Souleymane, est-ce que vous ne voyez pas quand même qu'il y a un problème au niveau quand même de l'instauration de cette taxe? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, le gouvernement veut quand même essayer de mettre certaines choses dans la mémoire collective des Béninois pour le bonheur réellement. Mais est-ce que vous pouvez faire le bonheur des gens sans penser quand même au fin fond à leur capacité de pouvoir réaliser ce bonheur? Parce que quand vous dites que le pays va mal et qu'il n'y a pas de l'argent dans le pays, est-ce que en termes de morosité économique, quel serait le plan que le gouvernement est en train de mettre en place pour quand même contrer cela? Parce que si on ne freine pas cette morosité, ça ira quand même au déclin à l'avenir. Non, Kader, vous n'êtes pas sans savoir que pour relancer l'économie, c'est qu'il faut injecter de l'argent dans l'économie. Yeah. C'est qu'il faut investir, il faut diversifier les activités. Et l'État ne peut pas le faire si l'État n'a pas les moyens. Et la seule source de revenus, la principale source de revenus pour l'État, c'est les recettes fiscales. C'est les impôts État, c'est ça qui c'est la principale source de revenus. C'est dans ça là. Vous voyez même l'état de nos voies. C'est inadmissible. Il faudrait les améliorer, même pour les conducteurs de véhicules là. Mais ce n'est pas eux, ce n'est pas à eux qui revient de faire les voies. Ils ne peuvent pas. Mais c'est l'État qui doit les garantir les routes praticables. Et tout ça là, bon, les parkings, tout ça. Mais donc il faudrait que pour pouvoir investir dans les infrastructures nécessaires, les infrastructures et les équipements nécessaires pour le développement, l'État a besoin de moyens. Et vous n'êtes pas sans savoir que le président est venu avec un projet très ambitieux. Un projet de développement très ambitieux qui appelle à la mobilisation des ressources. Donc c'est pour cela qu'on demande à tout un chacun de se serrer la ceinture. Ah mais là donc vous êtes d'avis avec le chef de l'État qu'il faut serrer vraiment la ceinture? Non, il faut serrer, c'est inhérent à tout processus de développement. Lorsqu'on veut avancer, lorsqu'on traverse des moments de difficulté, qu'on parle que les facilités suivent. On est obligé, il y a un temps de sacrifice, tout nécessite un sacrifice. Il y a un sacrifice à faire et tout a un prix. Alors, au moment où vous demandez aux gens de serrer la ceinture, on va passer au sujet suivant. Est-ce que le projet Bénin Taxi est la bienvenue, Aurélien Issou? Tout à fait, il faut les réformes, il faut la modernité. Il faut la modernité, mais quand les gens n'ont pas les moyens pour aller à la modernité... On n'a jamais imposé dans tout pays, même les pays où il y a le métro, c'est compte de votre capacité que vous... On n'a jamais forcé quelqu'un
On n'a jamais forcé quelqu'un à aller prendre cette taxi. Ah bon? Donc, si vous avez c'est tout. Mais pourquoi Parce qu'on n'a pas forcé et dans le même temps, les taxis ordinaires existent, on n'a pas supprimé ça. Donc, c'est compte de votre bouche que vous pouvez prendre ce que vous voulez. Non, moi, je pense que ne soyons pas... ayons la tête froide et analysons bien le bien fondé de la chose. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de régler énormément de problèmes avec ce béni taxi-là. C'est beaucoup, non, c'est beaucoup, mais il faudrait prendre ça dans un tout, il ne faudrait pas le prendre de façon isolée. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on est en train de mettre à disposition des moyens de transport modernes pour les fonctionnaires. C'est pas tout le monde n'a pas envie de prendre sa voiture au volant, de subir le go-slow là et de se rendre au service le matin. On veut que les gens préfèrent, on peut prendre ma voiture, sortir avec le week-end, mais en semaine, on peut se mettre un taxi, avec mon épouse, on travaille, donc on peut prendre ça et nous rendre au service tranquillement au lieu d'aller, parce que se mettre au volant, faire ça, ou bien recruter aussi un chauffeur et payer l'essence, tout ça. Bon, non. Si lorsqu'on gère, c'est parce qu'on n'a pas de politique de prévision de budget familial et d'analyse, parce que lorsque vous êtes dans un foyer ou bien lorsque vous êtes d'une certaine solidarité dans une maison, que c'est-il? Vous avez plus de 4 fonctionnaires dans une même maison et que tous ces 4-là se lancent dans la voiture, ils vont pratiquement au même service et tous se lancent 4 voitures sur le chemin. Vous voyez, puis après on se plaint, il y a embouteillage, il y a go-slow, tout ça. Alors que maintenant on met des voitures confortables à disposition que vous pouvez prendre. Il y a des gens qui ont des voitures plus confortables que non, oui, c'est quand même la taxi. Non, vous avez plus. Mais ce n'est pas aller au boulot, ce n'est pas d'y aller étaler sa richesse. Ah, mais il faut être non, lorsque tu vas au boulot, c'est pas pour aller étaler sa richesse. Il faut le confort, mais le confort assuré, c'est-à-dire que le taxi là, déjà le minimum de confort nécessaire est déjà assuré. Il nous faut maintenant une politique de solidarité, une politique d'analyse. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, maintenant, si le gouvernement décidait comme ça se fait en Europe pour lutter contre la pollution, il dit que bon, il y a certaines séries de voitures qui ne doivent pas être mises en circulation. Parce que on vit, non, mais quand même, on est en Afrique, mais on vit une pollution atmosphérique terrible. On va voir aussi nos pouvoirs d'achat. Oui, non, mais c'est ça que je ne dis pas par rapport au pouvoir d'achat, mais ce n'est pas. Vous prenez un zème de choses là, du terrain jusqu'au marché d'Antopa, mais le minimum qu'il va vous prendre, c'est entre 500 et 1000 francs. 500 francs, il va prendre. Oui, mais si maintenant vous avez la possibilité de le prendre à 2000, mais vous serez d'être à 4 pour prendre ça le taxi. Non, quand je prends le taxi, je suis seul dans mon taxi. Non, pourquoi tu veux être égoïste? Pourquoi tu veux être égoïste? Ah, supposons que tu veux te déplacer avec ta famille. D'abord, tu as la sécurité. Si je me déclarer à la famille, ça c'est d'accord, mais si je suis seul dans le taxi. Si tu es seul, bon, le ZEM est tout là, on n'a pas suspendu le ZEM, on n'a pas suspendu les autres. C'est ça, il faut faire le calcul. Si tu es seul. Mais on n'a pas interdit aussi de sortir avec ta propre véhicule, avec ton propre véhicule. Mais il y a l'offre là l'offre n'était pas disponible avant. Maintenant, il y a cette offre là qui est là et tu as le choix maintenant. Lorsque tu as le choix, tu analyses et tu vois ce qui est rentable pour toi. Il y avait bel et bien, il y a cela bientôt 6 mois, il y avait quand même un taxi comme ça qui était sorti dans Cotonou. Un taxi avec des véhicules Camry. C'est vrai que ce n'est pas des 4x4 Renault. Cette fois-ci, c'était avec des petits véhicules Camry qui étaient sortis. On avait dit, voilà, taxi-ville, qui devait circuler uniquement dans Cotonou et non, ne devait pas aller dans Calavi et Cotonou, mais après ça a disparu. Est-ce que le Bénin Taxi ne connaîtrait pas le même sort à l'avenir? Je ne sais pas si c'est aussi officiel ce que vous dites il y a déjà 6 mois. Est-ce que c'est gouvernemental? Je ne sais pas si c'est donc si on comprend bien, quand c'est les projets gouvernementaux, les projets prospèrent. Mais quand c'est une entreprise privée, c'est pas bien élaboré. Mais qu'est-ce qui prouve que ce qui est gouvernemental est bien élaboré? Non. Alors que nous connaissons comment le public gère, le privé gère. C'est pas pour que le gouvernement actuel fait beaucoup plus recours au privé. Dans la mondialisation, et ce n'est pas parce que nous sommes africains que nous, on n'a pas droit au développement ou bien à la mondialisation. On ne refuse pas. Donc, il faudrait que nous soyons aussi ambitieux. Ça a été annoncé, le processus a été annoncé et on a pris ceux qui ont pu cailler à cet appel, ils ont été formés. On ne pense pas, parce qu'il y a toute une entreprise qui gère. Donc ça a été bien élaboré avant d'être lancé. Par conséquent, on souhaite voir cela. C'est selon les bourses, même pour prendre l'avion. C'est selon les bourses, on n'a jamais forcé quelqu'un à le faire. Alors cette émission tend vers sa fin, nous avons quand même dit un mot sur la crise au Parti social-démocrate. Souleymane Bila, nous avons observé tout au long de cette semaine, nous avons vu le renard de Diakotomé qui a fait le tour du Monokoufo pour aller expliquer aux populations quand même les raisons, les fondements de la crise qui traverse actuellement le parti. Emmanuel Golo, de son côté, dit ce qu'il peut dire. Alors, quelle analyse faites-vous de cette situation? Est-ce que le PSD, on peut dire que le PSD a un dessin similaire à la RB? Bon, avant d'en venir à cela, je voudrais boucler le sujet précédent par en soulignant le fait que c'est quand même des emplois nouveaux que
le pouvoir vient de créer. Lorsque Ça, c'est aspect aussi, il faudrait tenir compte qu'au moins ces conducteurs de véhicules, là, c'est autant d'emplois que l'État vient de créer. Et aussi, il y a la formule que c'est après 4 ans, c'est que le véhicule leur revient. Aux conducteurs, sur cette formule-là, ils ont un versement quotidien à faire, mais après 4 années d'utilisation, mais ça leur revient. Donc ils peuvent se mettre à leur propre. Donc c'est une très belle politique. C'est une très belle politique. Alors, Parti social-démocrate. Bon, la crise au Parti social et même la sortie du président Bruno Amoussou, bon, est-ce que c'est pas... Bon, je me demande quelle sortie. Est-ce qu'il sort pour célébrer sa victoire ou bien bon, pour ça? Moi, ça me gêne. Ça gêne. La position que Bruno Amoussou a occupée dans cette crise pour une formation de renom. C'est depuis la présidentielle que, bon, depuis la présidentielle de 2016 que bon, ça a commencé. On sentait venir le mal, le danger. Oui, parce donc, ce n'est pas lié aux accointances de Golo à Javon. Bon, je ne saurais faire cette décision, mais il faudrait reconnaître qu'en réalité, Bruno Amoussou n'a jamais voulu laisser la direction du parti. Au fond, Bruno Amoussou n'a jamais voulu, il a voulu toujours garder les ficelles, tirer sur les ficelles. Et cette sortie politique qu'il est en train de faire là, le prouve aisément. Parce qu'il n'avait, si véritablement il était bon, l'homme du juste milieu au sein du parti, ce n'était pas à lui de sortir sur le terrain, parce qu'il s'est dit, annoncé son retrait de la politique, il a déjà passé la main à quelqu'un. Mais on constate qu'en réalité... Mais quand on parle du PSD, c'est lui, oui, bon, il est voulu, bon, parce que, bon, non, il a voulu s'immortaliser autour du parti, et bon, malheureusement, bon, on est obligé de rester là et d'observer. De toute façon, aujourd'hui, le pouvoir en place a prôné une réforme du système partisan. Malheureusement, on a voulu constitutionnaliser cette réforme. Bon, le projet de la révision n'a pas abouti. Le moment est encore venu qu'au sein des formations politiques ou bien au sein des cercles de réflexion, qu'on puisse revenir encore sur ça. On doit pouvoir tirer leçon de ce qui se passe aujourd'hui à la RB et au PSD pour légiférer pour l'avenir. Les gens doivent pouvoir aller à des solutions vraiment viables pour que les partis politiques soient véritablement des creusets d'animation de la vie politique et non des clubs électoraux où on est souvent motivé par les positionnements politiques et les guerres d'intérêt. Parce que le PSD, c'est quoi aujourd'hui? Non, c'est pas... Qu'est-ce que le PSD apporte en réalité à l'animation de la vie politique aujourd'hui, à la démocratie? Non, qu'est-ce que le PSD apporte concrètement? Le parti aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pèse, qu'est-ce qu'il représente? Non, si ce n'était pas la figure, si ce n'était pas un clan réuni autour d'une personnalité, non. Dans le débat politique aujourd'hui, dans l'approfondissement de la démocratie aujourd'hui, qu'est-ce que fondamentalement le parti politique apporte? Est-ce qu'il joue le rôle qui leur revient dans une démocratie? Non, je crois que malheureusement c'est nous qu'il faut répondre à cette question. Non, il n'existe que pour des élections et au lendemain des élections, ils disparaissent. Alors Aurélien Aïssou, j'ai des questions à vous poser, nous sommes pris par le temps. Aujourd'hui, le PSD traverse une crise et on sait que le président du PSD, c'est Emmanuel Golou, qui a eu des acquaintances avec Sébastien Germain à Javon et on connaît les rapports entre Sébastien Germain à Javon et le pouvoir en place. Est-ce que le pouvoir en place est l'instigateur de cette crise voilée? Et de l'autre panel, quand on voit Bruno Amoussou dire que c'est lui qui a fait Emmanuel Golou, ce que l'on sait, et quand il dit que Emmanuel Golou n'a pas voulu laisser la jeunesse prendre les commandes du parti, est-ce que cela sous-tend que Bruno Amoussou lui en voulait depuis un certain moment? Moi, c'est un peu regrettable que ce soit Bruno Amoussou ou Emmanuel Golou ne sont pas si jeunes dans la vie politique. Et c'est à eux de donner des conseils aux jeunes pour montrer que oui, il faut toujours l'harmonie, le consensus. Donc éviter à tout prix les crises. Et que ce soit eux, les deux, qui soient sur scène pour animer cette crise, c'est un peu regrettable. J'aurais souhaité, parce que si, à travers votre dernière question, si je vais répondre à ça, ça dit, si le président Bruno Amoussou se dit que Emmanuel Golou va tendre la main aux jeunes, pourquoi lui a-t-il laissé le poste de présidence de ce parti? S'il lui pensait aux jeunes, donc par conséquent, moi, il va que c'est un folklore. Merci à vous, René Aïssou. Souleymane Mila, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous d'être participé dans ce studio de ZAE TV. C'est sur moi que je mets un thème à cette émission de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le week-end prochain avec d'autres confrères pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et agréable week-end à vous. Merci.